Bonjour à tous et bienvenue chez moi. J'espère que vous allez bien et que vous avez 1000 projets pour vous occuper. Comme vous le savez, c'est durant les 2 vagues de peste de Londres que Shakespeare a écrit ses plus beaux poèmes, mais aussi Hamlet et Roméo et Juliette. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous attendez? Ce projet de vidéo, par exemple, j'en suis ravie et je remercie Sylvie de me l'avoir proposé. Alors, c'est pas YouTube, je filme ça avec la caméra et le micro de mon petit ordinateur, hein, mon petit portable. Et si je fais un montage, ce sera sans doute le plus cheap que vous n'ayez jamais vu. Mais ce qui compte, c'est que comme toujours, hein, je m'amuse et que vous soyez un peu plus malin à la fin de ce cours, vidéo, discours. Bon. Donc quand Sylvie m'a proposé de vous parler de Platon, j'ai souhaité faire un lien avec la politique actuelle et tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, et puis évidemment avec l'art de la parole. Donc je souhaitais vous parler d'un texte en particulier qui s'appelle Gorgias. Platon a laissé plusieurs œuvres écrites et généralement ce sont des dialogues mettant en premier plan Socrate, son maître, posant des questions ayant pour but de susciter la réflexion. Ici, Gorgias est un maître de rhétorique et Socrate va le clasher à sa manière. Donc, il faut savoir que Platon est profondément marqué par la corruption observée dans les divers milieux politiques de son époque. Les hommes politiques ne faisaient pas régner la justice, mais se préoccupaient surtout de flatter le peuple. C'est ce qu'on appelle la démagogie. La liberté d'expression est mise au service de la domination et la popularité l'emporte sur la justice. Plus on est populaire, plus on a raison. Et oui, je parle de la situation au 5e siècle avant Jésus-Christ. On ne va pas dire qu'on a des masses évoluées depuis. Gorgias, donc, se dit rhétoricien. Et certains d'entre vous le sont aussi, les rhétos. Mais c'est quoi la rhétorique? C'est l'art de persuader par le discours. La rhétorique est l'art de celui qui parle en public avec éloquence. Et l'éloquence, vous connaissez, c'est la qualité d'un discours ou d'un orateur persuasif. Ça peut être un don, il y a des gens qui sont naturellement convaincants, mais elle peut également s'apprendre par la pratique des règles de la rhétorique. Et au XXe siècle, la rhétorique devient aussi une science, la théorie de l'art de persuader. Elle permet d'analyser et d'interpréter, c'est ça qui est intéressant, les discours politiques, les textes littéraires, mais aussi des pubs ou même des conversations de la vie de tous les jours. Mais revenons à Socrate et Platon. Donc, eux, ils critiquent la rhétorique, car ces techniques d'argumentation peuvent être utilisées pour persuader du vrai comme du faux. Il faut en effet pouvoir aussi bien défendre qu'attaquer n'importe quelle cause lors d'un procès. Il faut aussi parfois taire la vérité au profit d'un mensonge vraisemblable. Socrate et Platon parlent alors de sophisme, un raisonnement trompeur ou vain, mais dont la réfutation est difficile. Pour les sophistes, il n'y a pas de vérité en soi, mais que des opinions qui varient donc selon les circonstances et les points de vue. Les sophistes créent des paradoxes ou des dilemmes qui semblent insolubles pour provoquer leurs auditeurs ou susciter la réflexion. Un des paradoxes les plus célèbres est celui d'Épiménide le Crétois. Épiménide affirmait que tous les Crétois sont des menteurs. Épiménide est crétois. S'il dit la vérité, il ment, puisqu'il est crétois. A l'inverse, s'il ment et que les Crétois disent la vérité, alors Épiménide ne peut dire que la vérité. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Socrate et Platon, venons encore à eux, ils préconisaient la dialectique. Donc, à l'opposé de la rhétorique, qui est un discours monolithique, seul en scène, la dialectique s'intéresse à la conversation. Elle avance par un système de questions-réponses. Actuellement, on observe un retour en grâce de la rhétorique comme art à pratiquer. Les concours d'éloquence, par exemple à l'école, ont pour objectif de redonner confiance aux élèves en leur apprenant à exprimer leur opinion en public. Et sur ce sujet, je vous conseille de lire la pièce À vif du rappeur Kerry James.
Elle a été créée en 2017 et elle met en scène la finale d'un concours d'éloquence entre deux personnages. Donc, revenons encore une fois à notre Gorgias. Donc, ce qui m'intéresse chez ce type, c'est qu'il dit à Socrate, un spécialiste, s'il ne maîtrise pas l'art de la parole, ne saurait pas convaincre un patient, tandis qu'un rhétoricien, sans maîtriser l'art de la médecine, peut être plus convaincant qu'un médecin. Le discours de la vérité ne convainc pas de lui-même. C'est ce que prétend Gorgias. Toute personne qui maîtrise l'art de la rhétorique peut se montrer convaincante et donc imposer ses idées. L'orateur qui n'y connaît rien convaincra mieux que le connaisseur. D'accord, s'il s'adresse à des gens qui n'en connaissent pas plus que lui, bon, là-dessus on est d'accord. Donc maîtriser la rhétorique aide à passer pour légitime lorsqu'on s'exprime sur un sujet. Attention, il n'existe pas qu'un seul type de discours éloquent. Il faut savoir s'adapter à son auditoire. Il ne faut donc pas croire qu'il faut bien parler pour convaincre. Donald Trump, par exemple, il a réussi à séduire un électorat populaire alors même que son langage cru et grossier et ses propos choquent les intellectuels. C'est précisément grâce à ses propos inconvenants qu'une partie plus populaire de l'opinion s'est mobilisée. Ce qui accompagne et soutient aussi l'éloquence, c'est le statut de la personne qui parle. Une position en vue, prestigieuse, donne du pouvoir à l'orateur. On parle bien d'influenceurs pour certains youtubeurs ou instagrammeurs. De nombreuses études montrent, par exemple, que dans des entreprises, à niveau de compétences égales, les femmes se font plus couper la parole que les hommes. On appelle ce phénomène le man-terrupting. Prendre la parole est un enjeu. Et quand on a la parole, on a réellement du pouvoir. La parole est une arme. Prendre et garder la parole constitue donc un enjeu important. Une fois la parole prise, pour se faire entendre, il faut faire preuve d'éloquence. La parole a de nombreux pouvoirs et elle peut tout d'abord chercher à séduire. Dans Cyrano de Bergerac, Christian se décrit comme sot et incapable de séduire une femme en lui parlant. Roxane finira par préférer l'âme de Christian, qui n'est autre que Cyrano, à son physique. Elle dit même qu'elle aimerait Christian même s'il était laid. La séduction de la parole comporte deux aspects qui ne sont pas opposés, mais plutôt situés de part et d'autre d'un axe. On peut accepter quelque chose par la douceur, la courtoisie, l'amabilité, le rire et l'innocence, mais également par tromperie, tentation, flatterie, ruse et dissimulation. Dans un cas, le plaisir est commun, dans l'autre, il s'agit surtout de se servir de l'autre pour aboutir à ses propres fins. Avez-vous déjà entendu parler de notre ère comme l'ère de la post-vérité ? On parle de post-vérité lorsque les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. C'est-à-dire lorsque des journalistes, des hommes politiques, des polémistes ou intellectuels cherchent à susciter des émotions comme la peur, la colère, l'indignation, et ce, en dépit des faits véritables. Depuis quelques années, on utilise l'expression ère de la post-vérité pour désigner un contexte historique et culturel récent où l'accumulation d'un fox ferait basculer nos civilisations occidentales dans un autre régime de vérité. Ce contexte se caractérise par l'avènement d'Internet, un certain relativisme, tout est relatif, et une remise en question de l'autorité, et une déconstruction des vérités qui semblaient universelles. La post-vérité peut recouvrir différents genres de discours. Les infox, par exemple, sont des informations mensongères ou délibérément biaisées, servant par exemple à défavoriser un parti politique ou à entacher la réputation d'une personnalité ou d'une entreprise ou à contrer une vérité scientifique établie.
C'est une variante moderne de la rumeur qui se propage aujourd'hui par Internet, les réseaux sociaux et les messageries en ligne. Alors, attention, c'est pas l'irruption du mensonge en politique qui fait parler de post-vérité. Vérité et politique n'ont jamais fait bon ménage. Certains philosophes soulignaient même l'importance du mensonge en politique. Non, la caractéristique de notre époque, c'est la généralisation du droit à la parole et la visibilité pour tous à travers les réseaux sociaux et Internet. Internet, c'est un outil démocratique, dans la mesure où il donne la parole à des personnes qui en étaient auparavant privées, et il permet l'émergence de voix alternatives. Cependant, c'est à double tranchant. Internet permet aussi à n'importe quel influenceur, ainsi qu'à tous les propagandistes et les démagogues, de s'exprimer. Grâce à la viralité de certains contenus à fort potentiel émotionnel, il leur est alors facile de gagner en visibilité. Mais le problème, c'est comment endiguer ce discours sans pour autant restreindre la liberté d'expression sur Internet. Quel serait l'arbitre qui déterminerait le vrai du faux, l'objectif du subjectif, la manipulation de l'influence? Il est difficile de séparer clairement les faits des opinions. Et est-ce mal de donner son opinion publique? Après, tout discours séduisant n'a pas pour objectif de tromper. Et les grands rhétoriciens s'accordent pour dire qu'il est tout autant nécessaire de plaire que d'instruire pour convaincre. Pascal disait même qu'il est plus compliqué de plaire que d'instruire, car le plaisir est instable et il est capricieux. Dans Le pouvoir des fables, La Fontaine met en scène un orateur qui veut alerter ses concitoyens des dangers qui les menacent. Mais sa rhétorique, trop violente et alarmiste, n'émeut pas l'auditoire. Personne ne l'écoute. Il choisit donc de raconter une fable à son auditoire. Et soudain, la situation s'inverse, son auditoire est suspendu à ses lèvres. Et La Fontaine conclut ainsi: le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore, comme un enfant. Le pouvoir des fables, Jean de La Fontaine. Dans Athènes autrefois, peuple vain et léger, un orateur voyant sa patrie en danger, courut à la tribune, et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles étant fait à ses traits ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants, et point à ses paroles. Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée à l'instant cria tout d'une voix: Et Cérès, que fit-elle? Ce qu'elle fit, un prompt courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi? De contes d'enfants son peuple s'embarrasse, et du péril qui le menace, lui seul entre les Grecs il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait? À ce reproche l'assemblée, par l'apologue réveillée, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si peau d'âne m'était comptée, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois cependant. Il le faut amuser encore, comme un enfant. C'est terminé pour moi. J'espère que le sujet vous aura plu.
Je ne peux même pas vous demander de vous abonner et de mettre un like pour gagner plein d'argent. Alors, je me contenterai de vos retours enthousiastes. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage à voir la vidéo d'Usul, le pouvoir de l'éloquence. Et comme je suis devenue une grande influenceuse avec cette vidéo et que j'ai la parole et donc que j'ai le pouvoir, je vais terminer en vous disant ceci. C'est bientôt fini cette pandémie. Voilà. Et on va revenir en force. Alors prenez soin de vous pour pouvoir voir la suite.